Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Ça va. Et le week-end? Tranquille. Hein. D'accord. Comme d'habitude, avec les restrictions, on ne peut pas faire grand-chose, à part rester chez soi. D'accord. On parle d'actualité internationale ce matin. Oui, on va revenir sur la rencontre au sommet entre les États-Unis et la Chine qui s'est déroulée en Corée, c'était en Alaska. C'était la première rencontre de ce type depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Hein. Celui-ci était représenté par Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État, et Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale. Alors, ces derniers rencontraient donc de hauts responsables chinois, à savoir le ministre chinois des Affaires étrangères et également le responsable des relations internationales au Politburo du Parti communiste chinois. Alors, donc pour le cas de Yang Jiechi, hein, qui est le directeur des affaires étrangères du Politburo, donc qui est le plus haut responsable sur ces questions au niveau du Parti communiste chinois, et également du ministre des Affaires étrangères Wang Yi, pour ces derniers, il s'agissait évidemment de prendre un peu attache avec la nouvelle administration. D'autant que les dossiers, disons les dossiers de divergence sont nombreux, notamment entre la Chine et les États-Unis. On a notamment pour les États-Unis, ils reprochent notamment au Parti communiste chinois ou au gouvernement chinois la situation concernant par exemple les Ouïghours au Xinjiang et notamment la situation des droits de l'homme à Hong Kong, les Ouïghours, c'est les gars, c'est les Chinois qui sont dans une partie de la Turquie ou bien c'est les Turcs qui sont dans une partie de la Chine? Non, les Ouïghours, ils sont en Chine, ce sont les Chinois qui sont de confession musulmane. D'accord, ils sont à la frontière de la Turquie. Voilà, ils sont principalement dans la province du Xinjiang. Et donc, c'est là-bas où, depuis un certain nombre de mois, la presse internationale relaie des soi-disant camps de concentration dans lesquels sont parqués les Ouïghours, qui s'opposent évidemment au fait que le parti ou au fait que le gouvernement chinois, selon les éléments qui sont les opposants justement au régime chinois qui s'intéressent à ces questions-là, disent que le gouvernement chinois demande à ces Ouïghours-là de renoncer à leur confession, à leur foi musulmane. Et donc, c'est une question de tension entre l'Union européenne et les États-Unis avec le gouvernement chinois. Donc, il y a aussi la situation des droits de l'homme à Hong Kong, où la nouvelle loi sur la sécurité votée par le gouvernement chinois n'a fait que restreindre davantage les libertés individuelles à Hong Kong, alors qu'il faut savoir que Hong Kong, en quelque sorte, bénéficiait d'un statut particulier depuis le retour de cette île-là dans le giron de la Chine en 1997. Et le président donc Xi Jinping veut remettre, on le sait, ce n'est un secret de polichinelle, il veut appliquer sur la Chine continentale les mêmes dispositions en matière de sécurité que sur la ville de Hong Kong. Il y a aussi l'île de Taïwan, qui reste une préoccupation de la part des États-Unis. Il faut savoir que Taïwan, techniquement, c'est un État indépendant. C'est un État qui a été créé après la chute du régime du général Chiang Kai-shek à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, l'île de Taïwan, qu'on appelait aussi l'île de Formose, est un peu le bastion de ces descendants de la Chine de Chiang Kai-shek, c'est une Chine anticommuniste, et Taïwan reste évidemment sous la haute protection des États-Unis. Dernièrement, il y a eu encore des tensions entre la Chine et les États-Unis pour la livraison d'armes par le gouvernement américain, notamment la livraison d'un certain type de technologie pour permettre justement aux Taïwanais de pouvoir améliorer leur défense vis-à-vis de la Chine. Il ne faut pas aussi oublier que Taïwan a signé des accords de défense avec les États-Unis. Et donc tout ça sont des sujets qui ont fait l'objet évidemment de discussions. Et évidemment, le gouvernement américain reproche aussi au gouvernement chinois de nombreuses cyberattaques et également des mesures de rétention contre les alliés américains exercés par la Chine. Donc, il parle principalement de la Corée du Sud et du Japon. Donc, pour la Chine, évidemment, les motifs aussi de se plaindre contre
Évidemment, les États-Unis sont nombreux. Il y a d'abord les sanctions individuelles prises par le gouvernement de Biden contre certains officiels chinois. Il ne faut pas aussi oublier que quelques jours à peine avant la tenue de ce sommet-là, donc mardi dernier, Joe Biden avait tenu une interview dans laquelle, évidemment, il avait non seulement attaqué la Russie en disant que Vladimir Poutine devrait payer pour le rôle qu'il aurait joué dans une espèce d'ingérence selon les autorités américaines, que Vladimir Poutine aurait joué un rôle dans une espèce d'ingérence dans les élections de 2016 et celle de novembre dernier en 2020. Et bien entendu, la position aussi, la situation de la Chine. Et évidemment, la Chine, elle, a reproché cette attitude actuellement cette attitude toujours offensive vis-à-vis de la Chine, offensive sur le plan politique, parce que, comme je l'ai dit, des mesures sont prises contre certains officiels chinois, et puis aussi le fait qu'elle voit comme une forme d'ingérence dans ses affaires intérieures les prises de position récurrentes des Américains, aussi bien sûr ce qui concerne les Ouïghours que ce qui se passe à Hong Kong, et évidemment sur tout ce que j'ai dit un peu plus tôt là. Par contre, les Chinois demandent plutôt aux Américains de faire le ménage chez eux, notamment avec, ils sont revenus sur les événements de novembre dernier, après l'élection du 3 novembre dernier, où évidemment on a vu, et surtout les événements du 6 janvier, on a vu des milliers d'Américains prendre d'assaut le Capitole. Donc les Chinois ont clairement rappelé aux Américains qu'il fallait qu'ils fassent plutôt le ménage chez eux, qu'ils ramènent la confiance entre les citoyens et les institutions américaines, parce qu'ils estiment qu'il y a une très forte confiance entre les citoyens chinois et leurs institutions. Ils ont également appeler les Américains à régler des problèmes sociaux et sociétaux très profonds. Notamment, ils sont venus sur les Black Lives Matter pour parler du problème du racisme, en expliquant que justement, le fait que Black Lives Matter existe, c'est la preuve qu'il y a des problèmes profonds et qui ne sont pas nouveaux aux États-Unis. Donc, ils ont également demandé aux Américains de cesser toute attitude qui ressemblera à une espèce de guerre froide qu'il faudrait installer entre la Chine et les États-Unis, en estimant qu'eux, ils ne sont pas dans cette posture-là. Et donc, en gros, il n'y a pas eu véritablement d'accord au cours de ce sommet. Il n'y a pas eu même un communiqué final commun. Par contre, il s'agissait pour, disons, les deux premières puissances économiques mondiales de jauger en réalité sur le plan politique et sur le plan diplomatique, également sur le plan économique, de juger des capacités des uns et des autres à pouvoir supporter la pression que l'adversaire pourrait porter sur lui. Donc, c'est véritablement ça, comme on dirait, c'était un round d'observation. Maintenant, il est clair que dans les mois, dans les années qui viennent même, la situation ne va pas être aussi simple que ça, parce qu'il faut savoir que même si l'administration Biden veut absolument redorer son image et absolument avoir une posture qui soit en totale opposition avec celle de son prédécesseur, parce que Donald Trump, très sincèrement, la situation des Ouïghours ne l'intéressait pas, la situation de Taïwan, c'était pas sa tasse de thé. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la guerre commerciale, c'était le fait que, évidemment, la balance commerciale était largement en faveur des entreprises chinoises, et donc pour lui c'était l'objectif, à savoir essayer de rééquilibrer les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, et l'affaire Huawei en a été la parfaite illustration. Donc sur ce point de vue-là, Joe Biden et son prédécesseur restent sur exactement la même longueur d'onde, et je ne pense pas que Biden va changer de position sur ces questions-là, mais néanmoins, il veut montrer une légère différence avec son prédécesseur sur les questions de droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle il fait de la question des Ouïghours dans la province du Xinjiang, comme il fait du problème de Hong Kong, une des priorités dans les discussions aussi bien diplomatiques que économiques qu'il aura avec la Chine. Donc, au volet économique, il ajoute un volet diplomatique qui a une très forte teinte des droits de l'homme, pour montrer que les États-Unis, quand ils reviennent sur la scène internationale, ils reviennent pour évidemment défendre des idées qui ont toujours été les leurs, et justement les idées concernant les droits de l'homme ont toujours été une priorité pour
constitue plutôt une priorité pour la nouvelle administration. Maintenant, il est clair que comme je l'ai dit, sur le plan économique, la guerre ne va pas cesser, elle va plutôt s'intensifier. Les mesures de coercition dont les Américains disent que la Chine, évidemment, met la pression, notamment en ce qui concerne la Corée du Sud et le Japon, mais c'est exactement la même chose que fait les États-Unis. Les États-Unis, sous l'administration Biden, a mis la pression notamment sur les alliés européens pour empêcher l'entreprise chinoise Huawei de remporter des marchés sur la technologie de la 5G. Donc ça, vraiment, on voit que c'est une espèce de mauvaise foi de la part des Américains lorsqu'ils parlent ainsi. On sait qu'ils ont continué, ils l'ont fait concernant les Chinois, et donc ce n'est que de bonnes factures, ce n'est que la volonté de rendre, évidemment, la monnaie aux Américains. Donc, ce qui est sûr, c'est que la guerre va continuer, comme je l'ai dit, sur le plan économique, mais il faut bien que les auditeurs comprennent que c'est une guerre économique qui a ses limites, parce que les États-Unis et la Chine sont interdépendants sur le plan économique l'une de l'autre. Il faut savoir ça. Les Américains ont besoin des produits manufacturiers chinois parce que, évidemment, ils n'ont plus la capacité de les produire sur place pour des raisons de coût du travail, pour des raisons de coût logistique et autres. Et donc, ils ont besoin des biens qui sont produits par la Chine. Et également, la Chine a besoin des consommateurs américains pour justement acheter ces produits manufacturés qu'elle fabrique en très grand nombre, parce que sa population interne n'a pas encore la capacité de pouvoir absorber toute la production chinoise. Il faut savoir que, par exemple, le citoyen moyen chinois a une capacité de consommation qui est de l'ordre de 3-4 fois inférieure à celle d'un citoyen américain. Donc, la Chine a besoin des États-Unis pour acheter les biens qu'elle produit, comme les États-Unis ont besoin de la Chine pour produire les biens dont elle a besoin au quotidien. Donc, de ce point de vue-là, ces deux pays-là sont dans une interdépendance extrêmement forte. Et d'autant plus que sur le plan de la dette également, la Chine est l'un des pays qui consomme énormément de la dette américaine. Pourquoi ? C'est justement pour permettre aux États-Unis de continuer à consommer les produits chinois. Donc, il faut bien voir cela. Il y a évidemment des différences sur le plan idéologique, sur le plan politique. Il y aura certainement des guerres commerciales sur certains terrains. On l'a vu notamment sur le terrain de la télécommunication, notamment la 5G. Il y aura aussi d'autres combats sur d'autres volets, notamment sur le plan des hautes technologies de manière globale. Mais évidemment, ces combats-là, cette lutte acharnée qui oppose Américains et Chinois, a évidemment une ligne rouge à ne pas franchir. C'est la ligne dans laquelle, évidemment, il y aurait une guerre totale. Il ne peut pas y avoir une guerre totale entre la Chine et les États-Unis parce qu'elle serait extrêmement dévastatrice, aussi bien pour l'économie américaine que l'économie chinoise. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On reste connecté et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.